Derrière ces façades délavées et ces fenêtres béantes se cache un rêve de pierre. Nous sommes à la Cité Blanche, à Viviers. Construite à la fin du XIXe siècle par l'entreprise Lafarge pour ses ouvriers, elle n'était pas qu'un simple alignement de logements, mais une véritable petite ville autonome. Aujourd'hui, le silence a remplacé le fracas de l'usine et les rires des enfants, mais les murs, eux, n'ont pas oublié. L'urbex nous montre souvent des coquilles vides. Mais aujourd'hui, l'exploration prend une toute autre dimension. Nous avons eu le privilège d'être guidés par ceux qui ont connu cette cité. Mireille et Robert ont accepté de revenir sur les lieux qui ont vu une partie de leur enfance. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous ne vous proposons pas une aventure paranormale dans un lieu triste et oublié, mais plutôt un retour dans le temps. Pour une fois, on va essayer de se plonger un peu plus en profondeur dans les histoires du passé. On se garer là, non? Ah non, c'est là. Mais le vélo. Là, tu as un vieux vélo. Il est d'époque celui-là. C'est le vélo de tonton. C'est le vélo de tonton, elle a dit. Il a oublié son vélo, tonton. Ah oui, il y avait du monde là, c'était plein. Tout ça était habité de partout là. C'était les logements des ouvriers de Lafarge. Pour comprendre la Cité Blanche, il faut remonter au milieu du XIXe siècle. À cette époque, l'industrie du ciment est en pleine explosion. Nous sommes en 1880. La famille Lafarge décide de transformer radicalement le paysage de Viviers. L'objectif est simple mais colossal. Loger les ouvriers au plus près des carrières de calcaire et des fours à chaux pour garantir une main-d'œuvre stable et dévouée. La construction s'est étalée sur plusieurs décennies, principalement entre 1880 et 1913. Les bâtiments ont été érigés avec les matériaux locaux, la pierre blanche de Viviers et bien sûr la chaux et le ciment sortis directement des usines attenantes. C'était une prouesse architecturale pour l'époque. Des blocs de logements massifs, alignés avec rigueur, mais pensés pour le confort. Chaque famille disposait d'un appartement, d'un jardin ouvrier et d'un accès à l'eau. Mais la Cité Blanche, c'était bien plus que des murs. C'était le symbole du paternalisme industriel. En échange de leur travail, Lafarge offrait à tous ses ouvriers une église, une école pour les enfants, une boulangerie et même un cercle du loisir. On y naissait, on y étudiait, on travaillait et on y mourait. C'était une bulle sociale, un monde clos où le patron veillait sur ses employés comme un père sur ses enfants, tout en s'assurant qu'ils ne s'éloignent jamais trop de la production. C'est ce cadre de vie à la fois protecteur et omniprésent qui a forgé l'âme si particulière de ce lieu. Bienvenue au cercle des arts. Et où la maison de ton oncle? Au bout, en dessous là-bas. On aille la voir? Ouais. Ouais. Je pense qu'on peut reconnaître à peu près. Il y avait l'usine et c'était au début qu'on rentrait de là-bas et on descendait et il y a le Rhône là-bas. Elle était avant. Et ouais, ils ont tout muré, là, parce qu'avant c'était ouvert, mais... Les platanes sont énormes. Ils sont très très vieux les platanes. Très vieux. Et ils sont autant tristes que la rue. Les platanes. Ouais. Ils sont tristes. Quand je suis venue la dernière fois, il n'y avait plus qu'une dame qui habitait. Et puis quelques années après, elle est décédée, donc il n'y a plus personne. Elle s'appelait Fernande Brunel. Elle arrive à la Cité Blanche en 1940. Elle n'était pas seulement l'épouse d'un ouvrier de Lafarge, mais une figure centrale de la communauté en tenant l'épicerie de la ville. Alors que les années 70 et 80 voient le déclin de l'industrie et le départ massif des familles vers des logements plus modernes, Fernande, elle, refuse de partir.
Elle reste dans son appartement même lorsque l'eau et l'électricité deviennent précaires. Il y avait beaucoup de vie ici. C'était plein, hein. Ouais. C'était plein en 46, tous sont partis. Ils sont tous partis du loisir. Ils ont déménagé ou ils sont décédés. Ou... Cet appartement-là, vous êtes très attaché, vous ne pouvez pas aller voir ailleurs, c'est pas possible. Ah non, non. J'irai pas ailleurs. Pourquoi? Parce que je suis bien. J'ai pas voulu partir, hein. C'est finalement en décembre 2021, à l'âge de 94 ans, que Fernande s'endort pour ne plus se réveiller. Elle est décédée chez elle, là où elle avait choisi de finir sa vie. Avec elle, c'est la dernière lumière de la cité qui s'éteint, transformant définitivement ce lieu de vie en un sanctuaire de silence. Aujourd'hui, son portrait a été gravé en éclats d'ardoise sur un mur pour que son visage reste à jamais lié à ces pierres. En vrai, ça fait très bizarre d'être là, de se retrouver dans une ville qui a vécu pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui se retrouve là complètement silencieuse, à part un peu encore le bruit de l'usine qu'on entend au loin. Mais... Là, il y avait encore tu vois, des bâtiments, là. Oui, il y en a. Là derrière. Mais c'est plein de buissons maintenant, voilà. Je ne sais pas si on pourra aller jusqu'au bout. On va voir, on va remonter le sentier un peu, là. On va essayer de suivre le sentier. Oui. Parce que là, il y avait encore des maisons. Mais la sienne, elle n'y est plus parce qu'elle était assez isolée. Elle n'était pas collée aux autres. Elle était à l'entrée de l'usine, là-bas. Mais je ne sais pas si on va pouvoir y aller. Il y avait l'usine derrière, pour parler de cette maison. Ben, on va aller voir. On va voir, mais je ne sais pas. Dommage que là, c'est pas déboisé parce que c'est bien. Mon père, quand il était jeune, il a eu travaillé un peu là, mais pas. Ils avaient des chevaux avec un tombereau pour mettre un truc, et de l'autre côté de la carrière, là, ils charriaient à l'usine. Avec les chevaux. Ouais, oui, chevaux, le tombereau qu'on appelait, quoi. Et charrier les cailloux. Mais bon. Alors là, il y avait la maison de mon tonton, plus loin, derrière là-bas, mais on peut pas y aller. Et il travaillait à Lafarge. Et quand il travaillait là, on venait chez mon oncle, ma tante, j'étais une gamine, et on venait le voir. Et là, il y avait devant, vu que c'est plus retiré, ça descendait comme ça, il y avait des arbres, et il y avait un bras du Rhône, ça s'appelait la Lonne. Alors, mon tonton, il me disait, tu viens Mireille? Alors il prenait son petit banc, il prenait sa canne à pêche, il prenait sa nasse, il prenait sa boîte à poissons, et puis on descendait dans les arbres, il s'asseyait, et moi j'étais à côté. Et il pêchait, mon tonton. Et puis il avait toujours un chapeau. Alors moi j'étais contente de le voir. Alors je lui chantais. Un pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Et mon tonton, il était content. Et moi, comme j'étais une petite fille, j'étais contente aussi. On s'entendait bien tous les deux. Et chaque fois que je venais, c'était la même scène. Et maintenant, quand je passe à la route là-bas, que je vais promener en Ardèche, je peux pas passer sans regarder et chanter ça. Parce que c'est un souvenir qui est là et qui restera toujours là. C'était trop joli. C'était une belle époque. Un pêcheur au bord de l'eau, abrité sous son chapeau, est heureux et trouve la vie belle. Tandis que flotte son bouchon, il sifflote une chanson. À côté, le regardant, il y a un brave paysan. C'est moi. Il rigole derrière sa moustache. Car je sais que dans ce coin,
qu'on n'attrape jamais rien. Pom pom pom, même quand on est malin. Alors monsieur, ça marche? Alors moi je dis que là, cette table, il y en a qui jouent aux cartes, certainement, ils jouaient à la belote, tout ça, mais ils jouaient de l'argent à l'époque, mais seulement, ils n'avaient pas de sac, ils mettaient les billets là, ils empilaient les billets comme ça. Et puis, hop, il y avait un grand coup de vent, les billets partaient là-bas, et tout le monde partait en courant, ils allaient chercher les billets à celui qui en attrapait le plus. Je pense que c'est comme ça. Ça devait être rigolo. Quand on pense à tous ces ouvriers qui ont habité là, et qu'on voit tout ce silence, et ces bâtiments tout cassés, c'est triste. Je vous préviens, je filme. C'est la nouvelle jeunesse Non, mais qui vient dans les vieux quartiers pour s'accrocher aux buissons. Et puis c'est pas fini, hein. Il y en a encore. non, mais Ils veulent que je reste avec mon tonton. oh, ils en ont mis les hameçons là. Il y en avait du poisson, tu vois. Il pêchait beaucoup. Hein. Non, mais là, Je vais emporter un là, petit ils ont chopé le gros souvenir, poisson. un bout de bois. Je peux pas m'en défaire. Le déclin de la Cité Blanche s'amorce dès les années 1970. L'industrie change, l'usine Lafarge s'automatise, les besoins en main-d'œuvre diminuent et surtout, le mode de vie ouvrier évolue. Les familles aspirent à la propriété individuelle, au confort moderne des lotissements et à l'indépendance. Petit à petit, les appartements se vident. En 1990, l'usine cesse définitivement d'utiliser la cité pour loger son personnel. Mais en 1995, pourtant, la cité est inscrite au monument historique au titre du patrimoine industriel. Mais ça ne suffira pas à stopper l'érosion du temps. Le véritable point de rupture survient le 11 novembre 2019. Un séisme d'une magnitude 5,4 frappe la région du Teil. À la Cité Blanche, les murs se fissurent. Par mesure de sécurité, l'accès au bâtiment est strictement interdit. Le site, déjà fragile, devient officiellement un péril. C'est ce séisme qui va sceller définitivement le destin de la ville. Aujourd'hui, la cité est au cœur d'un dilemme. Plusieurs projets ont été évoqués, un complexe hôtelier, un centre culturel ou même une résidence d'artistes pour redonner vie à ces murs. Mais le coût des rénovations est colossal, estimé à plusieurs millions d'euros, notamment à cause des normes de sécurité. Pour l'instant, la cité reste dans une sorte d'entre-deux. Elle n'est plus habitée, mais pas encore tout à fait une ruine. Elle attend que quelqu'un ait l'audace de transformer ses fantômes en nouveaux souvenirs. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur, tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Près de toi, je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée.